Vivre FM podcast. Midi 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. Mon invité a perdu la vue à l'âge de 15 ans. Pourtant, comme pour répondre à l'angoisse de sa mère qui avait peur qu'il n'ait pas une vie normale, il a décidé de parcourir le monde. Asie, Afrique, Amérique latine, Jean-Pierre Brouillot est devenu un aventurier de l'extrême malgré sa cécité qu'il n'a d'ailleurs jamais considérée comme un handicap. Aller voir ailleurs quand on ne voit pas, c'est possible, et aujourd'hui dans Vivre FM c'est vous, il nous fait partager ses aventures à l'autre bout du monde. Préparez-vous à un formidable périple dans les pas d'un voyageur aveugle. Jean-Pierre Brouillot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité sur Vivre FM. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour revenir sur votre parcours de vie, revenir sur vos différentes aventures que vous racontez dans cet ouvrage intitulé « Aller voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle ». C'est publié aux éditions du Point. Vous vivez en Ardèche, mais vous n'y êtes pas souvent parce que vous voyagez toujours beaucoup. Jean-Pierre ? J'ai un pied à terre dans un petit village du sud de l'Ardèche à 700 mètres d'altitude au milieu de la forêt de châtaigniers qui s'appelle La Boule, un petit village qui est constitué d'une population hétéroclite, mais pas mal de gens qu'on appelait autrefois les hippies qui sont reconvertis en artistes. D'accord. Voilà, et autrement le reste de la population est locale. Mais vous voyagez toujours beaucoup. Écoutez, je vais vous faire un aveu. Depuis début janvier, j'ai dû passer 3 jours dans ma petite maison de ce village. J'étais en Éthiopie, après je suis rentré pour ce qu'on appelle la campagne de promotion de ce livre, Aller voir ailleurs. Et donc, je me déplace de télé en radio, de salon du livre en Belgique, en France et ailleurs. Et je voyage beaucoup, oui, c'est mon mode de vie, en effet. Parce que vous êtes un aventurier depuis l'âge de vos 16 ans, malgré votre différence, votre cécité visuelle, vous avez choisi d'aller voir le monde, de parcourir le monde, et c'est ce que vous nous faites partager dans ce livre, Aller voir ailleurs, un livre positif, plein d'espoir, pour dire aussi qu'il est possible de voyager malgré la différence, le handicap, même si vous avez jamais considéré ça comme un handicap, vous plus comme une différence, c'est ça ? Au départ, je l'ai vécu, je l'ai pas tellement considéré. Au départ, je me suis pris ça sur la gueule, excusez la vulgarité, mais j'essaye de parler à partir du ressenti d'un gamin qui était pas très abouti, qui avait 15-16 ans, qui était moi. Et donc, au départ, ça a été très très lourd. Et j'étais bien loin d'imaginer qu'un jour je pourrais l'intégrer et me réconcilier avec le réel, parce que le réel est toujours plus léger que l'histoire qu'on se raconte dessus. Mais ça prend beaucoup de voyages extérieurs et intérieurs pour réaliser cela, quoi. À quel moment vous vous êtes dit je vais partir voyager ? Vous aviez 16 ans, vous étiez tout jeune. Qu'est-ce qui vous a décidé de partir ? J'étais comme la chèvre de Monsieur Séguin, je faisais fugue sur fugue, ça a commencé à 14 ans et demi, et mes parents me rattrapaient, mon père était militaire, il connaissait des gens pour contacter Interpol qui me ramenait Manutari à la maison, et je repartais par la nuit même par la fenêtre. Donc c'était assez compliqué, mais je fuguais là à l'époque je rêvais qu'en partant, je ne m'accompagnerais pas. Et en fait, c'était terrible parce que partout où j'étais, je me retrouvais avec moi-même, ce qui est bien sûr évident, mais ça n'appartenait pas au rêve que j'entretenais à l'époque. Donc au départ, je suis parti par pure réaction. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, bon, ok, maintenant, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de se construire, parce que j'étais totalement démoli. J'avais même pas d'image de moi-même. J'étais démoli. Je crois que c'est le mot, dévasté, par ce qui m'arrivait, par la manière dont je le vivais. Il y a toujours 2 choses qu'il faut considérer, c'est ce qui nous arrive dans la vie et la manière dont on le vit. Donc c'est pour ça que c'est absolument pas semblable d'un individu à un autre. Et en tout cas, ça c'était un cataclysme comme je le vivais. Et j'ai décidé de me construire en tant que voyageur. Donc au départ, je pourrais peut-être dire, quand j'ai réalisé cela, que j'étais plus intéressé en tant que de découvrir le voyageur que le voyage.
Et évidemment, pour découvrir Voyageurs, il a fallu partir sur les routes du monde. Et là, ça a été l'Europe, ça a été les chemins de Katmandou pendant des années. Et puis, c'est là où j'ai commencé à comprendre beaucoup plus de choses sur moi et à réaliser mes limites et à les accepter et à les intégrer surtout. Et après, je suis parti de manière non réactive sur les routes du monde, l'Afrique, l'Amérique du Sud et tout ça, pour une véritable vie d'aventure, à savoir aller vivre non pas dans la protection, mais dans la, comment dire ça, dans l'exposition aux autres et aux civilisations. Ces voyages aussi, au départ, c'était une manière d'accepter votre différence ? Non, au départ, c'était réactif, c'est-à-dire que je n'ai trouvé que ça comme réponse pour pouvoir survivre je dis survivre parce que je peux pas prétendre mais il n'est pas impossible que j'aurais mis fin à mes jours si je n'avais pu réagir de cette manière-là. Et vos parents, comment ils réagissent lorsque vous leur dites que vous voulez partir voyager au départ ? Mes parents sont totalement démunis. Je viens d'un milieu très modeste. Mon père était militaire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais un tout petit grade. Et on avait une ferme à la campagne, à une dizaine de kilomètres de Angers, dans le Maine-et-Loire. Et mes parents ne savaient absolument pas quoi faire, quoi. D'autant plus que je vous dis que je faisais fugue sur fugue, mais en même temps, il n'y a plus aucune école. J'ai commencé ma scolarité à l'école de Montéclair à Angers. Et après, je me suis retrouvé à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. Et après, plus aucune autre école n'a voulu m'accepter. J'étais congédié de toutes les écoles parce que j'étais, faut le reconnaître, totalement ingérable. Alors, vous avez parcouru le monde entier pendant des années. Vous avez tenu un blog, vous le tenez toujours, qui s'intitule L'illusion du handicap. Et puis, vous avez décidé de rassembler toutes vos différentes péripéties dans ce livre, un livre qui s'intitule Allez voir ailleurs. Pourquoi avoir eu envie de raconter tout ça par livre et de faire partager au public ? Parce que je suis un vieil homme doté de 60 années derrière soi et qu'il est peut-être temps de dire les mots qui me viennent sur les lèvres chaque matin quand je me réveille, c'est merci. Merci à la vie de toute cette transformation qui a pu s'opérer. Et puis l'envie surtout de donner de l'espoir aux autres en disant voilà, c'est pas parce que tu es aveugle ou que tu es ceci ou que tu es cela que tu ne peux pas incarner tes rêves, quoi. Donc ce livre, c'est pour cela, c'est pour témoigner. Et c'est aussi pour récolter, enfin c'est pas pour, c'est avec aussi la possibilité de récolter quelque argent pour une association, parce qu'en fait mes droits d'auteur partent directement vers une association qui s'appelle Anagramme de la Rose, que j'ai fédérée l'an dernier, avec l'idée d'aider. Bon, pour le moment, ce serait plutôt des projets en Afrique avec des écoles d'aveugles, mais bon, les choses peuvent changer. Moi, j'ai une vie qui n'est pas... je ne sais pas vraiment ce que je fais demain, vous voyez, c'est ma manière de vivre, c'est celle qui me porte. C'est-à-dire que si je rencontre des gens demain qui parlent d'un certain projet auquel je me sens de m'associer, ça peut advenir. Pour le moment, cet argent, en tout cas, je vais l'utiliser là dans l'immédiat pour intervenir avec et aider des écoles en Afrique. Alors ce livre, il s'intitule Allez voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle. C'est publié aux éditions du Point. Vous allez nous raconter vos différentes péripéties. Est-ce que vous vous souvenez de l'un de vos premiers voyages en Belgique pour aller voir les Rolling Stones en concert, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? C'était un voyage qui était quand même facile parce que il suffisait à ce moment-là de prendre le train avec tout le monde à Paris. Ils avaient organisé un train spécifique pour aller voir les Rolling Stones parce qu'ils étaient interdits de séjour en Europe, en France, du fait qu'ils avaient habité sur la Côte d'Azur et usé et abusé d'héroïne et eu des problèmes avec la justice. Donc on est allé les voir en Belgique. Et on a pris un train, je dis on, parce que je crois qu'on était 4000, mais ça c'est à vérifier, jeunes dans plusieurs trains. Et on n'a pas vu les douanes, d'ailleurs je ne sais pas comment on les aurait vus, parce que les wagons étaient remplis de fumée. Et on était tous très très défoncés. Et on est arrivé à ce concert, et ça a été pour moi quelque chose d'initiatique. Bon, avec un petit i, hein. Il y a eu des initiations un peu plus probantes par la suite, et Dieu merci,
sur mon chemin de transformation. Mais là, je me suis retrouvé avec du semblable et j'avais besoin de semblable parce que dans le milieu dans lequel je vivais, autant le milieu des aveugles où j'ai vécu quelques années dans les écoles, que dans mon milieu familial, je ne me reconnaissais pas. Je me sentais complètement différent et j'avais besoin de rencontrer des gens que je croyais semblables. Et là, quand je me suis retrouvé à Bruxelles, au Forest National, j'ai eu la sensation d'appartenir et de reconnaître ma famille. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je me suis donc après associé à des gens que j'ai rencontrés pour vivre en communauté et pour pouvoir avoir une base de départ pour développer différents types de voyages. Vous racontez que ces premières personnes que vous avez rencontrées lors de ce voyage n'avaient même pas fait attention à votre différence. Non, absolument, oui, non. Vous savez, faut dire qu'on était quand même tous, je répète, pas mal sous des nuages de fumée et d'autres toxiques. Donc on était habitués à toutes les bizarreries possibles, voire hallucinatoires. Donc quelqu'un qui était aveugle, c'était pas. Je dis pas que c'était de l'acceptation intégrale de la part de l'autre, mais c'était, je sais pas, ça faisait partie ça faisait partie de notre monde étrange, et les gens ne me le faisaient pas sentir en tout cas, et ça m'a fait quand même beaucoup de bien. Jean-Pierre Brouillot, on vous demande souvent s'il n'y a pas un risque de vous faire abuser pendant vos voyages. C'est une question à laquelle vous répondez quoi? Écoutez, je sais pas. J'ai vécu des choses. J'ai été agressé plusieurs fois dans des conditions même parfois très extrêmes. Mais j'en raconte une ou deux dans ce livre, mais je n'ai pas tout raconté. Peut-être qu'il y aura un jour Jean-Pierre Brouillot le retour. Non, je plaisante, mais je pense que je raconterai d'autres anecdotes et peut-être plus mon chemin intérieur dans un autre livre. Mais là, pour le moment, c'est autobiographique, donc il fallait survoler un peu l'ensemble, pouvoir parler de tout, faire une sorte de synthèse. Et tout ça, ça devait tenir en 265 pages. Donc voilà, oui, des agressions, j'en ai vécu, mais la chose est que je ne... Comment dire ça ? C'est comme les crises dans la vie. Moi, je vois pas ça de manière négative, quoi. Une crise, c'est pour nous montrer quelque chose, pour nous montrer qu'il faut qu'on se comporte autrement dans la vie. Et si on se fait agresser, si on se fait délester de l'argent, écoutez, c'est pas non plus dramatique, quoi. Soit il va falloir rentrer chez soi, soit il va falloir regagner de l'argent. Moi, je le vis pas. J'ai pas peur des autres et comment dire ça ? Je vais même vous dire quelque chose qui va peut-être un peu étonner, mais la personne le voleur, si c'est quelqu'un qui en veut à mon argent ou à mes papiers ou à mon sac à dos, quelque part c'est un frère humain, donc il me fait pas peur. Moi, je vois avant de voir les spécificités des uns et des autres, je me sens dans la même famille humaine. Après, la spécificité, un voleur, il fait ça parce que, comment dire ça, il est sous le contrôle de ce désir de voler. Donc, il n'est pas maître de lui-même. Donc, quelque part, il est, pardonnable, je vais dire. Vous leur pardonnez en tout cas. Jean-Pierre Brouillot, restez avec nous. Dans un instant, la suite de cette émission consacrée à votre récit et à ce livre que vous venez nous présenter. Il s'intitule « Allez voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle » et c'est publié chez Point Édition. À tout de suite sur Vivre FM. Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. Asie, Afrique, Amérique latine, nous continuons de parcourir le monde aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous, grâce au témoignage de Jean-Pierre Brouillot, un aventurier qui ne cesse de parcourir le monde depuis de nombreuses années, malgré sa cécité visuelle. Aujourd'hui, il a décidé de raconter ses différentes aventures dans un livre superbe intitulé « Allez voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle ». C'est publié chez Point Édition dans la collection Aventure. Jean-Pierre, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Vous dédiez ce livre, je vous cite, aux mains qui me guident, aux yeux qui me font voir le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette phrase ? Quand on est aveugle, on réalise quand même, quand on est lucide avec, que beaucoup de choses nous sont accessibles parce que les autres nous le permettent. Évidemment, moi, si je reste dans mon village à la boule, je peux complètement je peux cultiver un peu mon jardin, m'occuper des arbres fruitiers, faire ma cuisine, mon ménage et me déplacer dans le village
sans demander à qui que ce soit de l'aide. Mais comme je cours le monde, eh bien, je ne connais pas les endroits, j'ai pas de référence. Quand je suis, je sais pas, au Burkina Faso ou en Éthiopie, comme j'étais récemment, mais si il n'y avait pas les autres, je ne pourrais pas réaliser tout ça. J'ai pas de... Je peux pas m'attribuer comment dire ça, la paternité de mes voyages, dans le sens, je les ai pas faits tout seul, je les ai faits grâce à toute l'humanité en marche et bienveillante, quoi. C'est en cela que je remercie les mains et les yeux qui me guident. Et quelque chose que je tiens aussi à dire, j'ai eu voyagé seul, et ça a été... voilà, c'est pas toujours évident avec une canne, j'entends, parce que j'ai pas de chien, je peux expliquer pourquoi après, mais la plupart du temps maintenant je voyage accompagné avec des amis. Je voyage aussi pour des projets. Là, je suis allé tourner un film en Éthiopie là cet hiver avec un ami. Mais je voyage beaucoup seul, mais en Europe, on va dire maintenant, en France, en Suisse, en Belgique. Vous dites du coup que vos doigts deviennent vos yeux. Je suppose aussi que vos amis, pendant de longs moments, vous ont décrit des paysages dans certains pays, pour que vous vous rendiez compte de ce que vous aviez devant vous. J'ai pas une grande, je suis pas très affamé du monde dit objectif. Je suis, pendant des années, j'ai pu voyager, passer à Agra, par exemple, en Inde, et où il y a le Taj Mahal, et ne pas aller au Taj Mahal. Bon, j'ai fait ça pendant des années. Maintenant, pour avoir un dénominateur commun, culturel, quand je suis dans une ville où je sais qu'il y a quand même 2, 3 incontournables, si j'ai du temps, j'y vais, je me fais un peu décrire les choses, mais fondamentalement, je voyage pour la rencontre. Je peux très bien être au fin fond, je sais pas, du Pérou, dans un petit village, et ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est de rencontrer les villageois et partager et faire des choses avec eux éventuellement. Donc je voyage pour rencontrer l'autre. Pour rencontrer l'autre. Alors par exemple, vous êtes retrouvé au fin fond du désert au Soudan. Racontez-nous cette expérience. Ah oui, ça c'était un peu compliqué. Ouais, ça devait être le 21 mai 77, si je me souviens bien. C'était la canicule au Soudan déjà, quand on sait que c'est un des pays les plus chauds au monde, avec donc le pays de la Corne d'Or, c'est-à-dire Djibouti, l'Éthiopie et le Soudan, et donc il faisait une température absolument extrême, et on était en autostop avec l'ami avec qui je bourlinguais à l'époque, et on avait décidé, on était très arrogants et on mesurait pas bien les conséquences de nos vues sur le monde. On avait décidé qu'on ne paierait pas pour dormir, en aucun cas. De toute façon, on avait extrêmement peu d'argent, et que l'on ne paierait pas pour voyager. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en Afrique, surtout à l'époque, au Soudan, il n'y avait pas de route goudronnée, il y avait 30 km à l'époque. Tout le reste, c'était des pistes plus ou moins praticables, c'est-à-dire selon les saisons. Quand il y avait la saison des pluies, elles étaient totalement impraticables, surtout pour aller dans le sud. Donc voilà, mais là on est sur une piste, et on fait de l'autostop, un camion s'arrête, et au milieu du désert, c'était entre 2 oasis, ils nous demandent finalement de payer notre passage, et nous on refuse. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Ils nous ont demandé de descendre. On est descendu, et là on était sans eau, sous je sais pas, il devait faire 60-65 degrés au soleil, réellement, en plein midi. Et une piste de kilomètres de large, quasiment, on a vu un véhicule en je ne sais combien d'heures passées, qu'on a raté d'ailleurs parce qu'il était trop loin, la piste était pas vraiment tracée, il filait tout droit en fait, c'était sur des kilomètres. Et on a réussi quand même à arrêter un camion qui allait dans l'autre sens en fin d'après-midi, et là j'ai bu, il avait plus d'eau, donc le camionneur, c'était la fin de son eau, il arrivait, l'oasis c'était pas très loin, il y en avait une oasis à une trentaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres. Il nous a proposé de faire de rentrer, de rebrousser chemin, donc d'aller dans le sens où il allait. Et nous on était très arrogants, comme j'ai dit tout à l'heure, on refusait de payer pour dormir, on refusait de payer pour voyager, mais on refusait d'aller en arrière. Donc on préférait encourir des ennuis, même graves, plutôt que de revenir en arrière. Donc alors, comment s'est terminée cette histoire ? C'est terminé que la nuit, donc j'ai quand même bu de l'eau
dans un bidon qui était brûlante évidemment, où il y avait eu de l'essence ou du kérosène ou je ne sais quoi. Et j'ai été malade à crever, une diarrhée épouvantable. Enfin, je vous raconte pas l'histoire. Une diarrhée, pas d'eau, pas de papier dans le désert, dans des conditions très très difficiles. Et la nuit, juste avant que le soleil ne disparaisse, on a été pris par une voiture, un véhicule, qui a heureusement bien voulu qu'on ne paye pas. Mais ce qui est absolument aberrant, moi je trouve ça aujourd'hui d'une arrogance extrême. Il faut quand même savoir, là je retourne assez souvent, notamment en Afrique noire, il faut savoir que quand on voyage en autostop, on paye toujours sa place, quoi. Tout le monde paye sa place. C'est un peu comme le covoiturage ici, quoi. Ce qui est quand même normal, vu les moyens locaux. Donc à l'époque, non, on refusait cela. Comment vous choisissiez vos destinations à l'époque Là, vous parliez du Soudan, vous êtes allé aussi en Afghanistan. C'est pas vraiment des destinations qu'on choisirait aujourd'hui pour voyager? Pendant plusieurs années, j'ai pas choisi mes destinations. C'était au gré des rencontres, des gens que je rencontrais sur la route et qui me proposaient des fois de m'accompagner. Donc ça a été comme ça pendant des années. Maintenant, depuis des années, je choisis mes destinations. Mais longtemps, je les ai subies. Ça serait un mot négatif, mais disons que j'allais au gré, je me laissais aller au gré de l'aventure. Je suis même allé dans des pays dont j'avais jamais entendu parler. La première fois que je suis arrivé au Belize, je savais même pas que ça existait. Et quand je suis allé, évidemment maintenant le Rwanda, on connaît tous depuis le génocide et aussi le Burundi. Mais quand je suis arrivé dans ces pays-là, j'en avais absolument jamais entendu parler auparavant. Alors un souvenir justement de ces pays-là, du Rwanda par exemple? Un souvenir de Rwanda, juste une anecdote rapide comme ça. On avait un visa à l'époque de 6 jours. C'était très très peu, il y avait extrêmement peu de voyageurs qui allaient là-bas. Il y avait des missionnaires blancs et des coopérants, d'accord? Donc j'arrive là-bas avec mon pote, on se fait inviter chez des gens dans la capitale à l'époque, à Kigali, pays des 1000 collines. Et évidemment, on outrepasse le visa de manière outrancière. On se retrouve au bout de 17-18 jours, on se dit « Ah merde, j'avais un visa de 6 jours, comment on va faire ?» Pas compliqué, on a mis un 2 devant et ça faisait 26. On arrivait à la douane entre le Rwanda et la Tanzanie, une petite cabane, là il y avait un pont jeté sur une rivière, plutôt un torrent qui partait d'ailleurs, je crois, vers le lac Victoria. Et le douanier, qui voyait rarement des blancs, regarde notre passeport et nous dit « Ah, mais j'ai jamais eu de visa de 26 jours. » Et moi, je lui dis « Moi non plus, vous savez, c'est la première fois que je viens au pays. » Et puis aussitôt, on lui a dit « Ah, mais c'est un endroit magnifique où vous êtes là, c'est magique et tout ça. » Et puis c'est passé. Voilà, ça c'est une petite anecdote. Jean-Pierre Brouillot, comment réagissaient les gens justement face à votre différence lorsque vous leur disiez que vous arriviez de France et que vous parcouriez le monde comme ça? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient étonnés? De toute façon, quand on est aveugle ou quand on a une différence quelconque, vous êtes bien placé pour le savoir sur Vivre FM, autant en tant qu'animateur qu'en tant qu'auditeur. On surprend toujours les gens. Donc, il y a des pays où il y a moins d'ébahissement, on va dire. Là, en Afrique, par exemple, les gens intègrent beaucoup plus facilement la différence. Du fait qu'ils n'ont pas d'institution, du fait qu'ils ne mettent pas leurs dits handicapés à part de leur vie quotidienne et familiale. Donc là, on est plus facilement intégré et c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple pour moi de me balader en Afrique parce que les gens en font pas un cas. Le fait que je suis aveugle, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de dérangeant comme ça peut l'être en France. Vous avez rencontré, vous dites que ailleurs, on peut dire que les esprits sont un peu plus ouverts face à la différence que ce qu'on peut avoir en France aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le sujet aujourd'hui en France est encore loin d'être gagné. En France, c'est de plus en plus terrible, je trouve. En tout cas, moi, mon expérience, c'est bien gentil. On nous parle d'accessibilité. Bon, on n'est pas tellement à niveau de ce côté-là. Ça, vous savez ça aussi mieux que moi. Mais je veux dire, l'extrême accessibilité serait aussi une espèce de compensation au manque relationnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de handicaps qui seraient plus faciles à vivre si les gens étaient bienveillants entre eux. Donc, il y a des pays
dans lesquels c'est vraiment, vraiment beaucoup plus simple qu'en France. Moi, ça m'arrive très souvent de me retrouver, j'allais dire, il y a pas 3 jours ou 4 jours où je prends pas un train pour aller ici ou là, ou du covoiturage ou autre, et c'est quand même assez compliqué, quoi. Il faut demander aux gens, il faut des fois même insister pour que quelqu'un nous file un coup de main. Donc c'est moins facile de voyager en France, même en banal covoiturage, que aller faire des milliers de kilomètres à l'autre bout du monde. Je trouve, ouais. Puis moi, j'en reviens pas. C'est pour ça que mon bouquin, moi, je suis ami avec Philippe Ozo de Bourgo, le monsieur intouchable, et j'ai été le bouquin de Philippe qui s'appelait, je crois, c'est le deuxième souffle, non, le second souffle, je sais plus, qui raconte sa vie. Je trouve que puis tous les livres que certains de vos auditeurs ont écrits aussi. Je trouve que à propos de leurs différences, je trouve que c'est vraiment, vraiment important d'en faire une promotion, parce que des fois, je parle avec des gens, mais ils n'ont jamais vu d'aveugle. Ça me paraît impossible quand même. C'est quand même pas pensable, quoi. On est 60 000 ou 70 000, il me semble, en France, quoi. Faut arrêter, quoi. Faut quand même commencer à ouvrir les yeux et à regarder l'autre. On ne sait pas qui sont les plus aveugles. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, Jean-Pierre Brouillot. Ça ressemble un peu à ça, oui. Restez avec nous, Jean-Pierre Brouillot. On continue de parler de votre parcours de vie et de ce livre que vous venez nous présenter. Il s'intitule « Allez voir ailleurs » dans les pas d'un voyageur aveugle chez Point Édition dans la collection Aventure. À tout de suite sur Vivre FM. Midi, 13h, Vivre FM, c'est vous. Jean-Baptiste Bergès. On continue Vivre FM, c'est vous, avec le témoignage de Jean-Pierre Brouillot aujourd'hui qui vient nous présenter son livre. Il s'intitule « Allez voir ailleurs » dans les pas d'un voyageur aveugle, publié aux éditions du Point dans la collection Point Aventure. Alors Jean-Pierre, je voulais vous présenter une personne que nous avons reçue dans l'émission il y a quelques temps. Il s'appelle Yves Gruffaz. Il est en fauteuil roulant. Il a parcouru 10 200 km grâce à un fauteuil tout-terrain. C'est comme ça qu'il appelle. Il a traversé l'Europe. Je vous propose d'écouter son témoignage. On en discute juste après. Alors ce voyage, oui, c'est effectivement 10 000 km autour de l'Europe, en passant par le Cap Nord, le point le plus au nord de l'Europe. J'ai traversé, en comptant la France, 15 pays. Bon, j'ai eu une maladie relativement grave il y a un peu plus de 2 ans. Le 3 avril 2013, je me suis retrouvé du jour au lendemain paralysé totalement, de la tête aux pieds. Je le suis resté pendant 8 mois. 8 mois couché sur un lit d'hôpital, enfin de centre de rééducation. J'étais totalement assisté, je ne faisais strictement rien. J'ai la chance d'avoir contracté une maladie réversible, donc petit à petit je récupère. Mais je savais il y a plus d'1 an que je ne pourrais pas reprendre une vie normale tout de suite. Pour l'instant, même si mon handicap se voit beaucoup moins, je ne suis pas encore valide. Et donc, j'ai voulu faire quelque chose qui se rapproche de ma vie d'avant. Ma vie d'avant, elle n'était pas exceptionnelle, mais j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé en bateau, j'ai voyagé à pied. À 18 ans, à l'âge où on passe normalement un permis de conduire, j'ai passé un brevet de pilote d'avion. J'ai survolé les Alpes des dizaines et des dizaines d'heures au-dessus des Alpes. C'est magnifique. Donc, ce que j'ai fait là, pour moi, c'était juste la continuité de ce que je vivais avant. Voilà le témoignage d'Yves Gruffaz, un aventurier lui aussi qui a parcouru 10 200 km à travers toute l'Europe, 15 pays. Jean-Pierre Brouillot, qu'est-ce que ça vous évoque ce genre de témoignage ? Bon, chapeau Yves, déjà, d'une part, c'est ne pas, comment dire ça, empêcher ces élans de vie, ces élans de vie, ces désirs, quand il y a un changement de vie, je trouve ça, de forme de vie, je trouve ça extraordinaire. Cet homme, si j'ai bien compris, donc a beaucoup voyagé auparavant et malgré avec ce qui lui est arrivé, il a continué à vivre ce qui l'anime, avec évidemment, faut s'adapter évidemment, mais c'est superbe. Il a compilé ça dans un bouquin ? Pas encore, mais il tient un blog lui aussi et peut-être qu'un jour il sortira un livre comme vous venez de le faire. En tout cas, on l'a reçu et il a vécu aussi de nombreuses aventures. Et on pourrait peut-être résumer son état d'esprit avec la phrase que vous écrivez dans ce livre et que je trouve magnifique. Je vous cite : « Avant d'être un handicapé ou un Européen, je suis un homme, et un homme, quand il est enfin en paix avec lui-même, a même s'il est aveugle, un regard d'aigle. » Qu'est-ce que vous avez voulu dire, Jean-Pierre Brouillot ? Fondamentalement, il faut être en paix avec soi. Alors évidemment, quand on est en guerre avec soi-même, ça paraît tout à fait inaccessible. J'ai pas la recette, j'ai pas une recette causale, c'est-à-dire tu fais ça et il va t'arriver ça. Mais je sais qu'aujourd'hui,
je dirais miraculeusement, parce que j'ai été tellement perturbé dans ma vie, ça a été tellement difficile. J'ai quand même vécu des formes de vie dans la délinquance, même parfois assez extrêmes, la drogue et autres, et d'avoir retrouvé la paix en moi, c'est la chose la plus belle qui m'est arrivée dans cette vie. Et à partir de là, c'est une métaphore, hein, le regard d'aigle, parce que je considère qu'un aveugle n'est aveugle que de ses yeux. Je veux dire, un aveugle, en tout cas moi, la manière dont je le vis, il y a en moi un espace, je dirais presque impersonnel et tranquille, qui accueille l'autre. C'est en cela que je parle d'un regard d'aigle, parce qu'un aigle, du haut de son nid, de sa montagne ou du ciel, voit tout l'ensemble. Et quand on est en paix, l'ensemble des relations, on les accueille, quoi. On les voit et on les accueille. C'est en cela que je parlais d'un regard d'aigle. Cette paix intérieure, vous l'avez retrouvée grâce au voyage, mais surtout aux rencontres. Ces rencontres, vous leur rendez hommage dans ce livre, elles ont été primordiales pour vous. Des rencontres aussi avec beaucoup de femmes qui vous ont aidé un peu à vous remettre sur le droit chemin. C'est ça, vous avez voulu leur rendre hommage dans ce livre? Oui, les rencontres avec les femmes, bon, j'avais besoin de me prouver aussi que j'étais aimable, ne m'aimant pas moi-même. Je cherchais la validité à l'extérieur, ce qui est une erreur, je le sais aujourd'hui, mais j'ai eu besoin de cela. Oui, bon, c'est vrai que j'ai eu une vie sexuelle très mouvementée, d'autant plus que j'étais dans ce qu'on appelait le mouvement hippie de l'époque, les chemins de Katmandou, où effectivement on ne s'appropriait rien et on partageait tout. Donc voilà, une vie sexuelle. Et puis bon, mes idoles de l'époque, bon, je peux pas dire que j'ai des idoles aujourd'hui, j'envisage pas ça de la même manière, mais j'ai quand même beaucoup de respect. J'aurais beaucoup aimé rencontrer des gens comme Henry Miller, voilà, qui a eu une vie lui-même très mouvementée de ce côté-là. Il suffit de lire les bouquins d'Henry Miller, je sais pas, Sexus ou Tropique du cancer, pour s'en rendre compte. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque, Jean-Pierre Brouillot? Nostalgique, non, c'est des barreaux, c'est comment dire ça, c'est des barreaux la vie c'est comme une échelle, quoi. On monte sur différents barreaux et je sais pas, moi je respecte les endroits par où je suis passé, mais j'ai absolument pas envie de revenir en arrière. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Jean-Pierre Brouillot reste avec nous. On va donner maintenant la parole à nos auditeurs. Ils ont été quelques-uns à nous envoyer des questions sur les réseaux sociaux pour vous. C'est l'heure des questions des internautes. Et on a une première question de Richard de Paris 20e. Est-ce qu'il est vrai que les personnes aveugles développent plus leurs autres sens, notamment dans le voyage? Jean-Pierre Brouillot. Moi, je crois pas du tout. Je crois que le seul sens que l'on développe, c'est l'attention, qui est commune à tous, que l'on voit ou pas. Mais on a besoin d'être plus attentif, ce qui fait qu'on met plus d'attention, de conscience dans chacune de nos perceptions. D'accord. Vous pensez pas que vous développez plus d'autres sens? C'est pas... Absolument pas du tout. Non. On est plus vigilant, plus écoutant. Autre question de Patricia de Paris 12e. Elle vous demande pourquoi vous ne voyagez pas avec un chien guide. Bonne question. J'ai fait la formation pour avoir un chien guide. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Il y avait plus d'obstacles. Alors qu'avec la canne, il y a des obstacles à contourner en permanence. Hein. Et là, il n'y avait plus d'obstacles. Et moi qui suis quelqu'un de vif, je pouvais marcher extrêmement rapidement. C'était super. Deux obstacles, faut être honnête. Le premier, c'est que je peux pas aller dans n'importe quel pays avec un chien guide. Les pays musulmans n'aiment pas beaucoup les chiens. Et il y a des régions dans le monde très très pauvres où il m'arrive d'aller, où, écoutez, le chien, il serait plutôt considéré... il aurait certaines considérations s'il était dans la soupe, pour faire simple. Et je sais de quoi je parle. Hein. J'étais au Burkina il n'y a pas très longtemps. Et les amis chez qui j'étais, à un moment, ils ont tellement eu faim dans l'année qu'ils ont quand même tué 2 fois des chiens errants dans la nuit pour les bouffer. Donc c'est plus qu'indécent, à mon avis, de se balader avec un chien. Et puis une deuxième chose, je dois faire un aveu, qui est pas très glorieux, mais moi j'ai envie d'être vrai, j'ai pas envie d'être
aimable, aimé par tout le monde, j'ai pas une grande affection pour les chiens en fait. Et j'ai pas envie d'utiliser un chien que comme un outil de travail, si vous voulez. S'il n'y a pas ce courant qui passe de moi vers lui, je trouve dommage, ça ressemblerait à de l'exploitation. Bien sûr, parce que c'est avant tout une réelle relation qu'il faut construire avec le chien guide. Je pense que c'est indispensable, mais c'est comme tout. Je veux dire, si je devais vivre comme si je vivais avec une femme qui voit juste parce qu'elle a des yeux, ça c'est quoi cette histoire, quoi. Dernière question, Jean-Pierre, de Laurent qui nous écoute à Créteil. Il vous demande si aujourd'hui vous seriez prêt à aller dans des pays en guerre. Oui. J'ai déjà traversé des pays en guerre, mais je sais pas. J'ai un ami là qui est photographe, avec qui je viens de tourner un film qui s'appelle 2 hommes, un regard, avec lequel je tourne actuellement dans différents festivals et un peu partout où je suis invité. Je vais d'ailleurs passer à Paris le 18 juin avec ce film 2 hommes, un regard. On a un projet d'aller au Kurdistan, oui, pour rencontrer les gens et faire des interviews là-bas, oui. Alors justement, ce documentaire qui s'intitule 2 hommes, un regard, comment il est né ? Il est né d'une rencontre sur mon site qui s'appelle donc l'illusion du handicap chez Overblog, qui a été rencontré par un voyageur qui s'appelle Lilian Vézin, qui est lui-même écrivain, aventurier, photographe. Il part plusieurs mois, du style 6 mois à pied des sources du Tibet jusqu'au delta jusqu'au delta du Mékong, et il se filme pendant 6 mois, mais après il tourne dans les festivals d'aventure avec le résultat de ce voyage filmé. Et donc quand il est tombé sur mon site, il s'est demandé, il s'est dit, mais Jean-Pierre vit la même vie que moi. La seule différence, c'est qu'il est aveugle et je ne comprends pas, parce que pour moi, le visuel, c'est fondamental. Donc il m'a contacté et on a sympathisé et on a décidé d'aller tourner un film ensemble. Originalement, on devait le faire en Algérie, mais on n'a pas pu, c'était compliqué au niveau administratif, donc on est allé le tourner dans l'Atlas et un peu sur la côte du Maroc. Et c'est un film documentaire de 52 minutes où on échange sur nos perceptions et on parle aussi un peu de nos voyages passés. Et on pourra le voir à la télévision ? Non, parce qu'il a été réalisé avec 1 350 €, ce qui est complètement ridicule. Les télés me disent que si on le refait, c'est entre 40 et 70 000 €. Donc, avis, si quelqu'un est intéressé pour financer un tel projet, nous, on est complètement partant pour le faire. Bon, je suis sur d'autres projets de films actuellement aussi, hein. Mais celui-là, on le fait. Mais par contre, on peut déjà le voir sur Internet moyennant, je crois, 4 € et quelque chose, dont la moitié va chez YouTube. Et on peut voir des extraits aussi sur mon blog en tapant, vous tapez 2 hommes, un regard et vous verrez 2 ou 3 extraits. Votre blog qui s'intitule L'illusion du handicap, je rappelle votre ouvrage, il s'intitule Allez voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle, c'est chez les éditions du Point, collection Point Aventure. Un dernier mot pour nos auditeurs, Jean-Pierre Brouillot qui nous écoute sur Vivre FM. Le dernier mot, c'est que la vie est relation. Donc n'hésitez pas à me contacter par Facebook ou par quelque réseau que ce soit. Je suis là pour échanger. Et si vous avez des projets ou des choses à me proposer, n'hésitez pas, je suis disponible. Et j'ai appris dans la vie qu'il y a toujours 2 choses fondamentales. Il y a 2 mots clés, c'est dire oui et dire non. Merci beaucoup Jean-Pierre Brouillot. On comprend qu'en tout cas ce sont les rencontres humaines qui vous motivent et qui vous stimulent. À très bientôt sur Vivre FM, j'espère, pour nous parler d'autres projets. D'autres projets ? Oui, plus tard. Oui, d'autres projets, bien entendu, plein. Vous reviendrez nous en parler sur Vivre FM, d'accord ? Oui, avec plaisir. À très bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Vivre FM Podcast.